On a le grand plaisir de présenter le professeur Dominique Lambert, qui est bien connu ici au Collège de France, puisqu'il fait partie, c'est peut-être pas votre fonction la plus importante, mais il fait partie du COS, donc la Commission d'orientation scientifique, qui en fait conseille le collège dans ses orientations. Et c'est pour cela, pour le professeur Lambert, c'est dans un autre rôle aujourd'hui qu'il vient. Donc pour le présenter, je dirais d'abord qu'il a une qualité qui est très très rare aujourd'hui. Il a une double spécialité assez éloignée. Il a un doctorat en philosophie, mais avant, il avait un doctorat donc, en physique. Donc physicien et philosophe. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et évidemment, dans cette double casquette, il est à l'université de Namur, justement en deux facultés, donc en sciences, mais aussi en philosophie. Il a écrit un nombre important de livres, d'ouvrages que je ne vais pas tout vous présenter, mais il est surtout spécialiste de Georges Lemaître. Il vient de terminer, m'a-t-il dit, une grande biographie basée sur des documents inédits en anglais qui va paraître sous peu, fin d'année. Donc, mais pour ceux qui préfèrent le français, je peux aussi vous conseiller cet ouvrage-là qui s'appelle L'itinéraire spirituel de Georges Lemaître, dont il va être question tout de suite. Mais j'aimerais quand même aussi signaler quelques d'autres ouvrages. Au cœur des sciences, une métaphysique rigoureuse, le principe anthropique, l'homme est-il le centre de l'univers, comme une question importante, sciences et théologie, les figures d'un dialogue, donc vous voyez le programme, et un atome d'univers, la vie et l'œuvre de Georges Lemaître, qui a paru déjà en 2000. Ensuite, un titre intéressant, Comment les pattes viennent au serpent. Pour ceux qui ont suivi l'année dernière, on avait vu comment le serpent a perdu les pattes dans la Genèse, et là, comment les pattes viennent au serpent. Et c'est sur l'étonnante plasticité du vivant, avec un co-auteur, et donc Charles Darwin et Georges Lemaître. Donc là, on va en parler plutôt la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, vous avez le titre déjà derrière vous, donc Entre création et commencement, Georges Lemaître et les débats philosophico-théologiques autour du Big Bang. Vous allez voir, c'est vraiment un dialogue en fait entre la physique et la philosophie, avec une bonne dose aussi de sciences bibliques, puisque j'ai oublié de vous dire que M. Lambert est aussi, même si ce n'est pas un titre officiel, mais c'est quand même aussi un bibliste, puisqu'il a appris l'hébreu, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'exégèse. Donc en fait, il a des qualités vraiment que j'admire beaucoup et qu'il va vous exposer maintenant. Donc encore une fois, un grand merci d'être venu exprès de Namur pour cette conférence, qui sera donc suivie, mais je vous le rappellerai à la fin, d'une deuxième conférence la semaine prochaine. Voilà, je suis heureux de vous donner la parole. Je vais me déplacer et puis on vous écoutera avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci beaucoup, professeur Römer, pour cette aimable introduction. Et après tout ce que vous avez dit, je risque peut-être de vous décevoir. Je voudrais remercier en tout cas le professeur Römer et le collège de m'accueillir aujourd'hui pour cet exposé dont le but sera d'approcher un itinéraire de vie d'un des grands scientifiques du XXe siècle, pour en montrer les tours et les détours, pour en montrer la complexité, en même temps aussi la richesse. Alors, en fait, mon exposé se passera en 3 temps et en 6 moments, si vous voulez, en 3 temps qui pourraient, et je l'annonce d'emblée, comme pour avoir le fil directement de l'exposé, 3 moments, 3 temps qui correspondent aux grandes phases de l'évolution de Georges Lemaître, mathématicien et cosmologiste, mais aussi prêtre. Et premier moment de sa vie, un moment qui correspond
à la période où il n'a pas encore appris la relativité générale, mais où il est déjà en partie ingénieur, puisqu'il a terminé 3 années d'ingénieur, période qui pourrait être caractérisée par une sorte de concordisme de jeunesse, et pendant cette période-là, nous verrons les limites d'une position qui, dans le fond, fait l'impasse sur une exégèse sérieuse, mais en même temps, et c'est la complexité de la chose, ce qui pourrait être considéré aussi comme quelque chose de boiteux au point de vue des sciences exégétiques, va constituer une sorte d'arrière-fond, on pourrait dire d'imaginaire, qui va orienter progressivement le jeune Lemaître vers une série de questions qui déboucheront alors après, lors d'une sorte de séparation entre les perspectives théologiques et les perspectives scientifiques, qui déboucheront sur des problématiques de sciences pures et dures. L'idée étant de montrer comment, éventuellement, un contexte de découverte peut être très différent du contexte de justification par la suite d'une théorie scientifique. Ce que je veux faire, c'est montrer à la fois les détours par lesquels l'imaginaire va jouer un rôle important dans la structuration des idées préliminaires d'une découverte scientifique, et puis ensuite la disconnexion entre cet imaginaire et la constitution d'une science proprement dite. Donc on pourrait dire que c'est les limites d'une position qui fait l'impasse sur une exégèse rigoureuse, mais en même temps peut-être les bienfaits d'un arrière-fond qui constitue ce qu'avec Jacques Reis nous avions appelé une sorte d'échafaudage de l'imaginaire qui permet de grimper jusqu'aux prémices d'une théorie scientifique, et une fois qu'on l'a atteinte, on peut laisser tomber cet imaginaire, personne ne reprochant aux scientifiques d'avoir gravi cet échafaudage et puis de l'avoir abandonné, comme personne ne reproche à Cantor d'avoir utilisé un imaginaire théologique dans la structuration de sa théorie des transfinis, chacun aujourd'hui pouvant utiliser la théorie des transfinis sans aucune relation avec cet imaginaire fondateur. Deuxième partie, donc première partie, concordisme de jeunesse, si vous voulez. Deuxième partie, discordisme et débat autour de l'hypothèse constituée, l'hypothèse de l'atome primitif. Ce deuxième temps montrera comment Georges Lemaître, qui, dans un deuxième temps, a séparé les problématiques scientifiques des problématiques théologiques, va constituer une théorie scientifique autonome en soi, mais cette théorie réactivant de vieux débats philosophiques. Ayant séparé science et théologie, Lemaître se retrouve confronté avec un débat science-philosophie. La science servant de réactivateur, si vous voulez, à des problématiques philosophiques classiques, problématiques scolastiques et aussi problématiques kantiennes, comme nous le verrons. Le but étant de montrer le rôle extrêmement fécond de la science pour, d'une certaine manière, la réactivation de problématiques philosophiques. Troisième temps, les limites d'une position qui, ayant, dans le fond, évité le concordisme de jeunesse, s'étant positionné autour d'une thèse discordiste, c'est-à-dire qui sépare ou qui distingue radicalement science et théologie, se retrouve dans une position qui a également des limites, car si Lemaître a bien pensé et a bien séparé science et théologie, il n'a pas les outils pour penser le rapport philosophie-théologie. Et il se retrouve coincé à la fin de son existence lorsqu'il doit reparler de théologie. Et on pourrait dire, on va en profiter pour manifester, disons brièvement, les limites d'une position qui fait l'impasse sur l'articulation philosophie-théologie. Donc, au cours de on pourrait dire, de ce panorama historique qui montre la complexité d'un personnage, et d'une certaine manière, ça en fait aussi la richesse. Donc, ce que je veux atteindre, c'est peut-être la reconstitution d'une histoire avec ses tours et ses détours, et non pas refaire une sorte d'histoire a posteriori qui bifferait certains aspects embarrassants, si vous voulez, après coup. Profiter de ce parcours historique
pour poser des questions sur les interactions entre science, philosophie et théologie. Alors, pourquoi le maître? Pourquoi le maître? Parce que le maître est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, ayant contribué massivement à l'explication de la loi de Hubble, le maître, si vous voulez, puisque le maître a expliqué la loi de Hubble et a publié cette explication 2 ans avant la publication de la loi de Hubble, publiée en 27 alors que Hubble publie en 29. Il a contribué à, d'une certaine manière, la préhistoire du modèle standard en cosmologie, puisqu'il lance cette idée de la singularité initiale qui débouchera après sur notre cosmologie du Big Bang. Il a le premier l'idée d'un rayonnement de fond, même s'il se trompe sur sa nature. Il a donc énormément contribué à la cosmologie physique, je dis bien physique, du XXe siècle. Et ce personnage est intéressant cette année-ci, puisque en juin de cette année-ci sera lancé à Kourou un véhicule ravitailleur de la Station spatiale internationale, l'ATV-5, qui porte son nom, l'ATV-4 portant le nom d'ailleurs d'Einstein. Donc c'est un personnage qui vaut la peine, si vous voulez, qui vaut le détour, non seulement pour ses aspects scientifiques, mais aussi pour tout ce qui tourne autour des interactions entre philosophie, théologie et science, puisque le maître était par ailleurs un prêtre catholique. Alors, premier moment de cette histoire, le temps du concordisme et, chose curieuse, l'incursion de Lemaître dans une exégèse symbolique et concordiste. En fait, jusqu'à à peu près les années 2000, on ne connaissait pratiquement rien de la période de la Première Guerre mondiale chez Lemaître. C'est à partir de 2000 qu'on a pu mettre en évidence des correspondances de guerre et des carnets de frères d'armes de Lemaître, en particulier M. Vanacker, l'historien, a exhibé des cahiers de personnes qui étaient dans les tranchées avec Georges Lemaître, et on s'est rendu compte qu'en fait, Georges Lemaître avait, dès cette période-là, une réflexion extrêmement intense et qui était orientée vers la cosmologie. Et on trouve cette citation, donc le 17 avril 1917, un des frères d'armes de Lemaître note dans son carnet « Lemaître changera toute la science, il bâtira une puissante et magnifique cosmogonie. » Que s'est-il passé? Il lui a expliqué, dans le fond, toute une série d'idées qu'il a sur l'origine de l'univers et sur l'essence fondamentale de la matière. Alors, vous voyez ici une image photo représentant Lemaître qui a participé donc aux batailles de l'Isère, aux batailles les plus dures de l'Isère. Et Lemaître, durant cette période, s'est ouvert à ses camarades, si vous voulez, sur ses intérêts. Et voilà ce qu'on peut trouver dans une lettre de Lemaître à un de ses camarades de front, camarade d'ailleurs qui a subi une trajectoire, qui est un personnage très, très instable et extrêmement radical. Et d'ailleurs, les lettres ont été retrouvées dans un fonds qui concernait l'histoire du mouvement flamand en Belgique. Et bien entendu, les gens qui s'intéressaient à l'histoire de la cosmologie n'auraient jamais eu l'idée d'aller s'intéresser à l'histoire du mouvement flamand en Belgique, espérant retrouver des lettres et des notes de Lemaître. Eh bien, elles se trouvaient là par le simple hasard, le fait que Lemaître a croisé sur le front une personne qui, par après, a joué un rôle dans ce mouvement, malheureusement un rôle extrêmement radical. Et d'ailleurs, Lemaître s'est séparé très vite après la guerre de ce personnage, vu les positions nationalistes et radicales qu'il prenait. Et dans la lettre de Lemaître à ce soldat, on peut lire ceci. Donc, il est nécessaire de temps en temps de laisser toute occupation et de faire comme une retraite en ne lisant que des livres élevant directement vers Dieu et en faisant de la prière l'occupation presque unique de ces jours réservés. Il y a environ 1 an, j'ai compris que la volonté divine était que j'abandonne momentanément toute étude scientifique. C'est pendant cette période que j'ai connu la prière liturgique des psaumes, que j'ai cru pratiquement à l'action du surnaturel à Lourdes, par exemple,
que tu m'as fait connaître et aimer Blois, Léon Blois, et que le fiat lux m'est apparu comme la raison de l'univers. Il faut faire silence en nous pour entendre la volonté de Dieu. Alors, ceci est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'ailleurs peut-être surprenant. Donc, Georges Lemaître a fait 3 ans d'études d'ingénieur. Il a lu énormément, il a lu des choses sur la relativité restreinte, il a lu, on va le voir, les œuvres, certains articles même techniques de Poincaré, et voilà qu'il décide de faire une sorte de parenthèse, et il y a comme une parenthèse, pourrait-on dire, mystique dans la vie de Lemaître, ce que l'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de soldats de cette époque. Il faut simplement penser aux écrits du temps de guerre de Théard, par exemple, ou d'autres carnets du temps de guerre pour voir germer des expériences de ce genre pendant la Première Guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lemaître avoue qu'il a été comme fasciné par Blois et que l'idée d'un fiat lux semble, avec son pouvoir suggestif, semble le fasciner également. Bon. Alors, Lemaître, dans ce milieu, dans le milieu du front, ne passe pas inaperçu, et une dame, qui est d'ailleurs parente avec ce personnage que Lemaître a rencontré, dit ceci: Lemaître est un mathématicien excellent, profondément croyant, et qui voulait devenir bénédictin, ce qu'il abandonnera rapidement, et voulait consacrer sa vie à l'étude pour pouvoir prouver, avec plus d'autorité que la foi et la science, bien loin de se combattre, l'une et l'autre représentaient seulement une double certitude. Donc il y a déjà chez Lemaître, pendant la Première Guerre mondiale, la volonté de conjoindre les deux aspects qui font sa personnalité. Car, disait-il, dès 16 ans, il avait pris cette décision au collège de devenir à la fois un chercheur et un prêtre. Donc déjà chez Lemaître, volonté de conjoindre les deux aspects qui font son existence. Alors, que fait Lemaître dans les tranchées? Eh bien, entre 2 tirs d'artillerie, Lemaître lit Poincaré. Et il lit quoi? Il lit électricité et optique, oui, et il lit les leçons que Poincaré avait données à la Sorbonne sur, d'une certaine manière, les systèmes cosmogoniques, qui n'est pas équivalent à de la cosmologie physique comme aujourd'hui, on pourrait dire des systèmes de mécanique céleste, des systèmes des mondes, si on veut, comme on disait dans l'astronomie ancienne. Mais l'idée est intéressante. Lemaître veut trouver des systèmes qui lui permettent de comprendre à la fois le cosmos en totalité et à la fois la structure ou la nature profonde de la matière. Est-ce l'électricité ou est-ce l'optique? Est-ce les particules qui constituent le fondement ou les ondes? Et on trouve dans le journal de bord du frère d'armes de Lemaître ceci: visite rapide de Georges Lemaître, qui m'explique sa découverte géniale. Alors, d'une certaine manière, Lemaître lit Poincaré, mais Lemaître reste, comme on l'a vu et je l'ai cité, reste aussi dans une attitude qui médite les psaumes, la Genèse, etc. Et Lemaître explique à son frère d'armes une nouvelle explication du chapitre de la Genèse qui concilie Moïse avec les derniers plus grands hommes de science. Il cherche depuis longtemps la matière fondamentale, l'essence de la matière, et il pensait l'avoir trouvée, et que c'est l'électricité. À présent, il l'a trouvée, et il dit, c'est la lumière. Toute l'explication du premier chapitre de la Genèse est celle-ci, tout existe dans les mots créateurs, et le reste est l'explication de ces mots. Et la dernière phrase indique qu'en fait, Lemaître a écrit un manuscrit, et ce manuscrit s'appelle « Les 3 premières paroles de Dieu », dans lequel il tente une exégèse de la Genèse. Mais quelle exégèse? Une exégèse concordiste qui tente de relier ce qu'il connaît des sciences avec ce qu'il connaît des textes bibliques qu'il lit. Et il élabore ce manuscrit dont on a longtemps cru, si vous voulez, dont on a longtemps cru qu'il s'agissait simplement de petits exercices que Lemaître avait pu faire lors de sa formation théologique au séminaire. Donc en fait, on racontait depuis la mort de Lemaître que c'est ce document, ces quelques pages intitulées « Les 3 premières paroles de Dieu » que l'on trouvait dans ses archives, étaient en fait simplement des petits exercices qu'il aurait fait, peut-être sous la contrainte de ses professeurs, lors de son séminaire. Mais en fait,
il n'en est rien. En fait, ce manuscrit, qu'il avait de fait gardé avec lui toute sa vie, était un manuscrit écrit pendant la Première Guerre mondiale et qui contient, de fait, une sorte d'exégèse symbolique et concordiste. Et en fait, vous avez vu tout à l'heure que le maître était fasciné par l'œuvre de Léon Bloy. Alors, Léon Bloy est un écrivain, comme vous le savez, polémiste, c'est un catholique anticlérical, c'est quelqu'un qui se bat contre les attitudes pharisiennes de l'Église de son temps, c'est un révolté qui n'est chez lui nulle part, et le maître est fasciné par cette personnalité, car le maître est un homme qui est à la fois, comme Bloy, conservateur, mais aussi révolté, aussi une personnalité, si vous voulez, riche, exotique, etc. Et il retrouve chez Bloy quelque chose de ce genre-là. Et profitant de ces permissions, le maître va au Mercure de France pour acheter toutes les œuvres de Léon Bloy. Il obtient son adresse privée et lors de ces permissions, il se rend chez Léon Bloy, en particulier dans la maison que Charles Péguy lui avait laissée avant de partir et mourir au front. Et cette maison qui se trouvait à Bourg-la-Reine, le long du RER, si vous voulez maintenant, cette maison a disparu, il y a encore une plaque, je pense, et le maître profitait de ces permissions pour aller rencontrer Léon Bloy. Et il s'ouvre à Léon Bloy de son exégèse, si vous voulez. Il est tout à fait content, comme jeune scientifique et croyant, d'aller présenter au maître, qui joue un rôle central, puisque, de fait, dans le monde scientifique et philosophique, puisque vous vous rappelez que c'est Léon Bloy qui est le parrain de Jacques et Raissa Maritain, les philosophes, mais c'est Bloy aussi qui est l'ami proche de Pierre Termier, le grand géologue. Il joue un rôle central dans un monde d'intellectuels chrétiens, et le maître cherche à le rencontrer. Et quand il arrive chez Léon Bloy, après lui avoir écrit, il apprend la chose suivante. « Mes lettres lui ont fait mauvaise impression. Il m'a reproché de parler avec autorité, m'a conseillé d'étudier les pères de l'Église, plutôt que de faire une sorte d'exégèse boiteuse, si vous voulez. Je crois qu'il ne les a guère lus avec attention, ça ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être m'a-t-il simplement trouvé orgueilleux, impertinent, imprudent. Impertinent et imprudent, ça c'est vrai, parce que le maître est connu pour être un homme d'une grande franchise, qui n'a peur de rien, et même pas des grands hommes. Puisque, suivant à Cambridge les cours de Rutherford, entre 24 et 25, et Rutherford étant très content de voir dans son auditoire quelqu'un qui venait du continent, et n'ayant probablement pas beaucoup d'étudiants, Rutherford aurait dit à le maître « Je suis très heureux de vous voir dans mon auditoire, je suppose que vous vous intéressez à mes théories sur la physique nucléaire », et le maître de lui répondre « Non, je suis ici pour perfectionner mon anglais ». Alors, effectivement, le maître est une personnalité impertinente, probablement imprudente pour ce qui est des notations en fin d'année, et, dit-il, il a voulu me donner une leçon. Bon. Et de fait, il lui a donné une leçon car le maître va sortir de chez Léon Bloy avec une sorte de choc, ayant compris, car il est intelligent évidemment, ayant compris que ce qu'il vient de faire pendant des années comme travail d'exégèse sur le Pentateuque, dans le fond, ne vaut rien. Il faut retourner aux sources et faire autre chose que ce qu'il a fait. Madame Bloy, heureusement, était là, corrigeait fort aimablement ce qu'il y avait un peu de dur dans son accueil. Léon Bloy a lu un chapitre du livre qu'il prépare sur la dernière note du pape, d'une puissance et d'une tristesse indicibles. La détresse de l'Église l'écrase. Il attend dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est effectivement le titre de son livre. Cette visite m'a laissé la meilleure impression, pas celle que j'attendais, mais mieux. Tu as l'impression de trouver, au milieu de gens foncièrement bons, gais, actifs, etc., entourant Bloy, malade et formidable. C'est la dernière visite de le maître à Léon Bloy, une visite qui l'a impressionné et qui va, dans le fond, changer sa perspective. Et ça, c'est extrêmement intéressant, car le maître n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans des idées. D'ailleurs, c'est parfois surprenant. Celui qui fait l'histoire de le maître est parfois surpris de devoir changer complètement sa position, simplement parce que les données, par exemple scientifiques, l'y obligent, ou bien parce qu'il a compris que ce qu'il avait fait était complètement boiteux. Et de fait, quand on se plonge avec un peu d'attention dans ce travail de Lemaître, qui a
été longtemps mis sur le côté, parce que, dans le fond, il n'était pas de bon ton d'aller explorer ce genre de littérature quand on sait les contributions majeures que le maître a fait à la cosmologie physique. Ça semblait un peu ternir son image, et on n'aurait pas estimé publier ce genre de choses. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une exégèse des 3 premiers versets de la Genèse, en gros. Et vous voyez ce qu'il dit dans ce manuscrit. Le maître dit « L'esprit créateur qui guidait Moïse connaissait parfaitement l'univers, son œuvre. A-t-il laissé Moïse disposer au hasard les éléments de sa description? N'a-t-il peut-être pas dirigé son choix de telle sorte que sa description populaire corresponde au rapport vrai des choses, à la synthèse parfaite vers laquelle la science tendra toujours sans jamais l'atteindre? C'est son secret. Il ne l'a pas dit. Mais il l'a peut-être fait sans nous le dire. Il se peut qu'un jour la science se rapproche de si près de la vérité idéale qu'elle poursuit que son affirmation apparaisse avec évidence après avoir été proposée jadis par Moïse dans le langage voilé des prophètes. La prophétie enveloppe dans la concision de ces figures l'événement inconnu caché dans l'impénétrable avenir. Et pourtant, lorsque les faits arrivent, quand ils sont connus, qui ne voit qu'ils étaient racontés par le prophète? Quand nous connaîtrons la synthèse du monde, peut-être verrons-nous que Moïse, de nouveau, l'avait écrit. Il se peut donc que la science ait intérêt à chercher dans le texte sacré des hypothèses à éprouver, puisque les grandes lignes de la synthèse totale y sont peut-être tracées. Alors, pour nous, évidemment, c'est quelque chose de complètement surprenant, voire aberrant, quand on suit de bons cours d'exégèse, comme au collège, hein, mais c'est lié au fait que le maître est un homme fidèle, et c'est le risque de la fidélité, c'est-à-dire les risques de l'obéissance, c'est chez les gens intelligents, les risques de l'obéissance, c'est de voir se développer des pensées hybrides qui tentent de sauver la rationalité malgré le caractère souvent stupide des contraintes qui leur sont imposées. Or, quelles sont les contraintes qui sont imposées à le maître? Fils fidèle de l'Église, etc. Eh bien, c'est entre autres les décrets de la commission biblique pontificale, commission qui a été introduite sous Léon XIII et puis renforcée dans ses pouvoirs sous Pie X pour, d'une certaine manière, contrôler l'exégèse catholique dans un contexte de crise moderniste. Bon. Et dans les décrets qui sont promulgués par cette commission, qui n'est pas seulement une commission consultative, c'est une commission, dans le fond, de surveillance, qui a une certaine autorité, il y a entre autres une question qui est posée sur l'authenticité du Pentateuque et sur le fait que Moïse est-il le rédacteur du Pentateuque. Et la réponse qui est donnée, et vous pouvez aller la lire, mais la réponse est, en fait, on ne peut pas douter que ce soit Moïse qui soit l'auteur du Pentateuque. C'est bien Moïse qui est l'auteur de tout cela. Et dans le fond, le maître ne remet pas ça en question, puisque la commission l'oblige à le croire. D'où ce texte sur le décryptage dans les textes de ce que Moïse aurait peut-être laissé échapper comme hypothèse scientifique. Alors, ce qui est assez étonnant, et nous retrouverons ce personnage la semaine prochaine, je n'ai pas pu, peut-être est-ce impertinent de ma part, mais je n'ai pas pu m'empêcher de citer ce que le professeur Aubert, qui est un des grands spécialistes de l'histoire de l'Église, moderne et contemporaine, a dit du secrétaire de la commission. Alors, vous voyez ici Vigouroux. Vigouroux est un sulpicien qui est l'auteur d'un manuel biblique bien connu dans le monde catholique et dont la révision par Brassac sera mise à l'index un peu plus tard. Bon. Mais à cette époque-là, le manuel de Vigouroux est la référence, et il a comme secrétaire un bénédictin, Laurent Janssens. Et Laurent Janssens, voilà ce que dit von Hügel, un des grands modernistes, voilà ce qu'il dit voilà ce que Brix dit à von Hügel sur Janssens. La façon dont Janssens traite la Bible est à ce point anti-scientifique, et la façon dont il utilise l'hébreu montre une telle ignorance de cette langue qu'aucun spécialiste ne peut le juger compétent pour émettre une opinion quelconque en la matière. Son nom suffit à jeter le discrédit sur la réponse de la commission. De fait, Janssens ne connaît pratiquement pas l'hébreu. Et pourtant, il est celui qui signe
des documents répondant à la question: est-ce Moïse l'auteur du Pentateuque? Devons-nous croire au caractère historique des 3 premiers chapitres de la Genèse? Chose complètement étonnante quand on sait l'histoire de l'exégèse, entre autres de l'exégèse protestante et de l'exégèse fondamentale, chose étonnante, mais de fait, dans les turbulences antimodernistes, on oblige à ce genre de contraintes qui, alors, par effet de retour, si vous voulez, oblige le maître à tenir une position qui, dans le fond, aujourd'hui, nous apparaît comme intenable. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de cette exégèse de Lemaître. Georges Lemaître se penche sur quoi? Sur la Vulgate, bien entendu, car depuis l'encyclique de Léon XIII, Providentissimus Deus, on ne peut pas utiliser dans la liturgie ou bien dans des cours communs au séminaire autre chose que la Vulgate, qui est l'exemplaire de référence en latin de la Bible. Eh bien, Georges Lemaître lit le premier verset comme ceci: il est impossible qu'aucun corps, vous voyez, in principio creavit Deus caelum et terram, il est impossible qu'aucun corps subsiste sans rayonner de la lumière. En effet, tout corps, à une certaine température, émet des radiations de toutes les longueurs d'onde. Théorie du corps noir, ce qui est la preuve qu'il connaît bien cette théorie. Physiquement, l'obscurité absolue est le néant. Oui, mais le problème, c'est que ceci risque de provoquer une contradiction avec le verset qui suit, puisque d'une certaine manière, il y a ici, la terre était vide et vague, vide informe, et les ténèbres à la surface des abysses. Oui, mais enfin, cette terre et cette partie vide et vague, comment peuvent-elles exister, puisque ne rayonnant pas, puisqu'il n'y a pas de lumière, elles ne devraient pas exister. Bon, si, parce qu'en fait, les ténèbres, dit le maître, se comprend de la façon suivante. On ne voit pas comment on pourrait prendre autrement qu'en un sens absolu ce ténébrail qui précède le fiat lux. Avant le fiat lux, il n'y avait absolument aucune lumière, donc il n'y avait absolument rien, d'où la justification de ténébrail. Alors, c'est une pirouette, si vous voulez, extraordinaire, pour essayer d'introduire une sorte de concordance entre ce qu'il connaît de la physique du corps noir et le premier verset de la Genèse. Bon, alors, ceci, non pas pour jeter le discrédit sur le maître. Le maître est un homme extrêmement honnête. Il a appris des choses sérieusement en physique, il prend sérieusement la lettre de l'écriture. Le problème se pose, comment mettre les deux ensemble, et il cherche une solution rationnelle. Seulement, la solution rationnelle est une contorsion à nos yeux critiques aujourd'hui. Alors, le thème de la lumière revient énormément dans cette exégèse. En fait, le maître se livre à toutes sortes d'interprétations, et entre autres, il dit ceci, alors, chose qu'on ne justifierait absolument pas aujourd'hui, il dit le terme aquae, les eaux, est interprété comme l'ensemble des lumières se croisant en tous sens et qui forment comme un fluide sans limite, sans contour distinct. Ce qui est bizarre, parce que le rapport entre l'eau, Haïm, et la lumière, or, n'a pas de fondement exégétique. Mais ce qui est intéressant chez le maître, c'est l'idée que c'est la lumière qui est première, et qu'à partir de la lumière, le reste va apparaître se fondant dans quoi? Eh bien, ces lumières se croisent en tous sens, voilà, et le maître nous dit que le verset « Congregentur aquae et appareat arida » s'interprète comme condensation partielle de la lumière, les eaux qui s'amassent et le sec apparaît, terre sèche apparaissent, eh bien, c'est une image symbolique pour le maître de la condensation partielle de la lumière qui donne naissance à un corps solide. Autrement dit, une sorte de matérialisation, si vous voulez, de particules à partir du rayonnement. Et c'est bien comme ça, d'ailleurs, que son frère d'armes le comprend. C'est bien comme ça que le maître l'a expliqué aux gens qui l'entouraient. Alors, ceci représente, dans le fond, une exégèse de Genèse complètement concordiste, basée évidemment sur des choses que nous n'accepterions pas aujourd'hui, mais qui, comme je le disais,
est un essai de construction d'une solution rationnelle avec des contraintes aberrantes, si vous voulez. Bon. Eh bien, de cette exégèse ne restera plus rien du tout après la visite chez Léon Bloy. Parce que Léon Bloy a fait comprendre à Lemaître que, tout en admettant une exégèse symbolique, puisque Léon Bloy est la personne par excellence qui fait de l'exégèse symbolique, il faut se rappeler que Bloy a déployé une exégèse non seulement de l'écriture, mais de l'histoire, en essayant de décrypter dans l'évolution différents âges, et rejoignant d'ailleurs en partie les conceptions de Joachim de Flore, avec les trois âges, l'âge du Père, le Père créateur donnant la loi, l'âge du Fils, qui donne le Deuxième Testament et l'Église, et puis l'âge de l'Esprit Saint, précédé d'une sorte de seuil apocalyptique, et Bloy essaye de repérer dans l'histoire comme des symboles de ces temps. Bon. Alors ce joachimisme de Bloy donne lieu à une certaine pensée d'exégèse symbolique. Donc Bloy n'est pas contre, bien entendu, cette pensée symbolique, mais il fait comprendre à Lemaître que son application de l'exégèse concordiste est tout à fait déplacée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si cette exégèse disparaît complètement et va progressivement s'effacer, quelque chose de cette exégèse va tout de même rester comme un arrière-fond qui est comme un arrière-fond imaginaire qui va amener progressivement Lemaître à des perspectives qui, une fois débarrassées de ce caractère assez aberrant de l'exégèse concordiste, va donner des choses extrêmement intéressantes. Et c'est le deuxième moment. Alors vous savez que Lemaître, en 1927, après avoir fait le tour des grands observatoires des États-Unis, donc Lemaître a étudié avec Eddington l'astronomie, il est parti faire sa thèse au MIT, et quand il est aux États-Unis, il fait le tour des grands observatoires et il entend parler des mesures de distance et de vitesse des galaxies, qu'on appelle à l'époque encore nébuleuses. Et comme vous le savez, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un lien entre la vitesse et la distance des galaxies. Plus les galaxies sont lointaines, plus leur vitesse de fuite est grande, et la question est de savoir, mais comment expliquer cette espèce de chorégraphie générale des galaxies dans l'univers? Et c'est Lemaître qui, le premier, d'ailleurs ne connaissant pas les travaux de Friedman, mais réinventant lui-même ce modèle de l'univers en expansion, risque l'hypothèse que ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est l'univers qui gonfle et qui emmène les galaxies avec lui, et il dérive de fait la loi de Hubble, dérive le paramètre de Hubble, comme il dira plus tard. Alors, cet article est un article fondateur de la cosmologie physique contemporaine. Il n'a absolument rien à voir avec des idées théologiques ou philosophiques. Lemaître travaille simplement avec un catalogue de galaxies, le catalogue de Strömberg, et essaye de rendre compte du phénomène mesuré par Slipher, Hubble et d'autres. Mais ce qui est très curieux dans cet article, c'est qu'à la fin de l'article, il y a une conclusion que les historiens des sciences, et dont un des grands historiens de la cosmologie contemporaine, Helge Krag, ont qualifié de cryptique ou de bizarre. Et de fait, les physiciens ne pourraient pas justifier par l'article de Lemaître l'apparition de cette conclusion. Et cette conclusion est la suivante. Vous pouvez la lire dans les essais de cosmologie qui avaient été publiés par Jean-Pierre Luminet. Vous pouvez lire la conclusion de l'article, c'est « Il resterait à rendre compte de la cause de l'expansion de l'univers. Nous avons vu que la pression de radiation travaille lors de l'expansion, ce qui n'est pas présent dans son article, mais ceci semble suggérer que cette expansion, il parle de l'expansion, mais pas de la radiation. Cela semble suggérer que cette expansion a été produite par la radiation elle-même. Dans un univers statique, la lumière émise par la matière parcourt l'espace fermé, revient à son point de départ et s'accumule sans cesse. Il semble que là doit être cherchée l'origine de la vitesse d'expansion. Ça, c'est la constante de Hubble, si vous voulez, qu'Einstein supposait nulle et qui, dans notre interprétation, observée comme la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Donc, en fait, Lemaître cherche la cause de l'expansion de l'univers. Dans son article, il n'y a pas d'explication, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de cause physique
à l'expansion. Parce qu'en relativité générale, l'expansion, c'est un phénomène géométrique. Si vous voulez. Il n'y a pas de cause, on ne doit pas introduire une cause à la main pour que l'univers entre en expansion. Mais le maître introduit l'idée d'une cause qui n'a rien à faire avec l'autre partie de son article. Et curieusement, c'est la lumière qui est la cause de l'expansion. Alors, trace bizarre que les historiens n'ont pas pu, si vous voulez, identifier immédiatement. Mais quand on sait que le maître accorde à la lumière, si vous voulez, un rôle, juste avant cette période-là, un rôle central, on peut soupçonner que cette allusion est une allusion à cette lumière qui parcourt l'univers sans cesse et qui aurait à faire avec une explication fondamentale. Chose curieuse, en 1930, dans un article assez méconnu, pratiquement jamais cité parce que c'est un tout petit article écrit en français, le maître, dans la conclusion de son article, dit ceci: on pourrait admettre que la lumière a été l'état originel de la matière et que toute la matière condensée en étoiles s'est formée par le processus proposé par Millikan. Alors 1930, on est 1 an avant la proposition de l'hypothèse de l'atome primitif, c'est-à-dire le fameux article qui lance finalement la cosmologie du Big Bang. Alors ceci est très très intéressant parce que, en fait, le maître dit comment, durant la guerre, l'origine profonde des choses, de la matière, c'est le rayonnement, c'est la lumière, dit-il, c'est la lumière. Alors, quel est ce processus de Millikan? Alors, le processus de Millikan est aussi extrêmement intéressant. D'où vient-il? Eh bien, en fait, je vais l'expliquer brièvement, Millikan était quelqu'un qui avait beaucoup prix Nobel de physique pour, entre autres, la mesure de la charge de l'électron, et Millikan avait joué un rôle très important dans la défense de la science aux États-Unis, dans une période où se passaient les fameux procès du singe, où on traînait devant les tribunaux des défenseurs de la théorie de Darwin, etc. Donc, en fait, Millikan défend la science. Mais Millikan est aussi quelqu'un qui est profondément croyant, et il s'inquiète des interprétations du second principe de la thermodynamique. Et selon le second principe de la thermodynamique, l'univers ne peut aller que vers une mort thermodynamique, etc. D'où le risque de passer à côté de l'eschatologie chrétienne, si vous voulez. On aura plus tard une confusion création-commencement, mais on a déjà, dès l'émergence de la thermodynamique, une sorte de confusion entre fin thermodynamique, fin physique du monde, et eschatologie. Et Millikan développe une théorie qui, selon lui, permet de nier le second principe et de recréer de l'ordre afin que la mort thermodynamique ne se passe pas. Alors ça, ce n'est pas du tout nouveau, puisque quelqu'un comme Arrhenius, lui, avait eu peur du second principe, le grand chimiste, avait eu peur du second principe, parce que le second principe semblait faire que le monde ne reste pas, effectivement, éternellement le même. Et Arrhenius pensait que ça contredisait les axiomes de sa position matérialiste, où le monde devait rester immuablement le même. Et donc, Arrhenius avait développé une théorie de restructuration de l'ordre à l'intérieur du cosmos, théorie qui d'ailleurs avait été réfutée par Poincaré dans les appendices du livre sur la cosmogonie que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que Millikan va développer une théorie où on restaure de l'ordre dans l'univers. Et en gros, ça se passe comment? Il y a des ondes électromagnétiques, ces ondes se matérialisent en particules. À ce moment-là, on ne connaît pas le neutron, il n'y a que le proton et les électrons. Ces protons et ces électrons se mettent ensemble, curieusement par un processus qu'ils n'expliquent pas, localement se mettent ensemble, forment des noyaux, et le défaut de masse est relargué dans l'univers, et il se fait que ce défaut de masse, cette énergie émise, correspond et correspondait, selon Millikan, à l'intensité des rayons cosmiques qu'on commençait à détecter dans les ballons et les observatoires de haute montagne, et Millikan était un des spécialistes des rayons cosmiques. Et donc lui imagine un processus qui n'a aujourd'hui aucun fondement physique, qui pourrait être réfuté, si vous voulez, une espèce de restauration de l'ordre, parce qu'il faut imaginer que tout d'un coup, des particules qui n'ont rien à faire les unes avec les autres se rencontrent en un même point pour former des noyaux. C'est quelque chose de mystérieux, et on pourrait se demander pourquoi inventer quelque chose d'aussi bizarre simplement pour contrarier le second principe. Mais en fait,
il faut savoir qu'il y a une motivation philosophique. Alors, le maître est intéressé par cette idée, mais pas par la négation du second principe, parce que lui est persuadé que le second principe de la thermodynamique doit être maintenu. Mais il tire l'idée que de la lumière, du rayonnement, peut sortir des particules. Et c'est quelque chose qui va le conduire progressivement vers l'idée que la lumière est la source de toute matière, dira-t-il en 1930. La lumière, oui, mais il a appris la mécanique quantique, la mécanique ondulatoire à l'époque. Ce paquet de lumière devient ce quantum initial d'où la matière serait issue, et ça, troisième moment, c'est précisément l'hypothèse de l'atome primitif. Or, l'histoire standard de l'hypothèse de l'atome primitif commence d'ordinaire à une réaction d'Eddington. On fait commencer, si vous voulez, la question de la cosmologie du Big Bang à une réaction d'Eddington. Eddington avait été le professeur de Lemaître à Cambridge entre 24 et 25, et il a écrit un article intitulé « La fin du monde du point de vue de la physique mathématique ». Et dans cet article, il dit la chose suivante. Si on croit à la théorie de l'expansion de l'univers, eh bien, ce qu'on a, c'est un univers en expansion, mais si on passe évidemment le film à l'envers, on arrive à un moment, comme disait Georges Lemaître, à un jour qui n'avait pas d'hier, parce que hier, il n'y avait pas d'espace, puisque l'espace a étranglé le temps, et on est arrivé à un état où, dans le fond, on ne peut pas descendre plus bas, parce que plus bas, il n'y a pas d'espace. Bon. Et face à cette interprétation-là, Eddington disait, oui, mais ça, cette conclusion-là, ça voudrait dire que l'univers a commencé. Oui, mais s'il a commencé, ce serait pour lui la création. Et ça, dit Eddington, on ne peut pas admettre, parce que c'est un mélange de théologie et de physique. Et donc, il dit, pour moi, philosophiquement, la notion d'un commencement de l'ordre présent de la nature est pour moi répugnante. D'autant plus que Eddington est un Quaker, et le Quaker n'aime pas faire une sorte de mélange entre une description de la nature et une foi qui est purement spirituelle. Et le Quaker n'aime pas les dogmes établis. D'ailleurs, Eddington disait le Quaker, en refusant les dogmes, tend la main aux scientifiques, disait Eddington. Et donc, Eddington dit, non, ça c'est un mélange de genres, il faut le refuser. En tant que savant, je ne crois pas, purement et simplement, que l'ordre des choses se soit mis en route d'un seul coup, en dehors de toute question de science. Je n'accepte pas volontiers la discontinuité qu'on implique ici dans la nature divine. C'est le vieux débat sur est-ce qu'il y a un changement en Dieu dans la création. Et vous savez que dans la théorie traditionnelle scolastique, creatio, non est mutatio. Il n'y a pas de changement dans la création, mais ici c'est l'idée comment penser l'émergence d'une réalité nouvelle dans son être sans changement en Dieu, si vous voulez. Bon. Et Eddington dit, mais ça je ne peux pas admettre cette discontinuité, et je ne peux pas admettre ce mélange de genres, donc il faut refuser l'idée de ce commencement. Bon. Et ceci est l'origine de l'hypothèse de l'atome primitif, puisque Lemaître réagit immédiatement dans Nature, quasiment un mois après, Lemaître écrit dans Nature un article d'un petit paragraphe disant « mais ce n'est pas du tout répugnant, en fait, il suffit d'utiliser la physique. La physique, la relativité et la thermodynamique, conjointes à la mécanique quantique, si vous voulez, nous amènent à un état, dit-il, d'entropie minimale, donc d'ordre maximal, qui correspond à ce paquet initial d'énergie-matière qui est l'atome primitif. » Et donc, chose curieuse, c'est Lemaître, le prêtre, qui sécularise la notion de commencement. En fait, il dit à Eddington, de manière détournée, mais la notion de commencement n'a rien à voir avec une question théologique, en fait. Il ne faut pas faire de la théologie pour penser à un état d'entropie minimale. Il dira avec humour souvent, il ne faut pas faire de théologie pour savoir ce qu'est le sommet d'un cône. Or, si vous regardez l'univers en expansion avec des sections sphériques, de fait, ça a une structure conique. Les sections de la coupe que vous avez vues, s'évasent quand on va vers le haut, et d'une certaine manière, quand on redescend au fond de la coupe, on arrive au fond, mais le fond de la coupe, ça n'a rien de théologique, si vous voulez. Et le maître disait,
le fond d'une coupe de champagne n'est pas un concept théologique. C'est un concept géométrique, peut-être qu'effectivement c'est un point géométriquement singulier, mais il ne faut pas de la théologie pour faire ça. Bon. Donc le maître en arrive à séculariser la notion de commencement. Alors ça c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on voit que le maître est arrivé par une sorte d'arrière-fond qui constitue d'une certaine manière ses motivations. C'est quelqu'un qui est motivé par la recherche des explications fondamentales. Et c'est passé durant sa jeunesse par une phase concordiste. Mais il en arrive à penser l'origine de la matière et il découvre qu'il peut penser ce commencement sans faire appel à la métaphysique et à la théologie ou à une exégèse boiteuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne complètement ce concordisme pour garder l'autonomie d'un concept purement scientifique et contribue par là, dans le fond, à sauver le concept scientifique et à le prémunir de toute infiltration théologico-métaphysique. Or, chose curieuse, on va lui reprocher pendant sa carrière d'avoir essayé de récupérer la notion physique à des fins apologétiques. Et on comprend pourquoi les successeurs de Lemaître n'ont pas voulu, et longtemps on n'a pas voulu, exhiber les 3 premières paroles de Dieu. Car dans le fond, c'était donner de l'eau au moulin de ceux qui voulaient faire croire que le maître avait dans le fond édifié sa théorie de l'atome primitif pour défendre la théologie de la création. Ce qu'il faut dire, et ce qui est historiquement juste mais beaucoup plus complexe, c'est que le concordisme a constitué une sorte de matrice imaginaire, un thème imaginaire, qui a pu le soutenir comme une sorte d'échafaudage, qui l'a amené à penser le début de la matière sous la forme d'un quantum. Mais à partir du moment où le maître a trouvé la manière de décrire, sans faire intervenir ni la théologie, ni la métaphysique, etc., de manière purement scientifique ce concept, il a abandonné cet échafaudage ou cet arrière-fond pour défendre une distinction des ordres, des plans. Et c'est ce qui se passe dans sa théorie de l'atome primitif. Encore que, on trouve encore quelques petites réminiscence de ce lien à la métaphysique et à la théologie dans un petit passage qui aurait dû être publié dans son article de Nature et qu'à la dernière minute, le maître a biffé, si bien que vous ne le trouvez pas dans l'article original. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le volume que Jean-Pierre Luminet avait publié, mais si j'ai extrait ceci des archives de Lemaître, et on trouve, si vous voulez, ce passage qui a été biffé, ça c'est l'exemplaire qui a été gardé par Lemaître de son article de Nature, et il dit ceci, il aurait dû contenir ceci: je pense que quiconque croit en un être suprême soutenant chaque être et chaque action, croit aussi que Dieu est essentiellement caché et peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création. Donc maintenant, si vous voulez, il ne renonce pas à une théologie de la création, mais il va dire cette théologie de la création est voilée. La physique ne trouvera pas ça, cette question-là échappe complètement à la physique. Mais il a supprimé ça. Alors, d'où vient cette inspiration? Alors, dans le vocabulaire, on retrouve des inspirations pascaliennes. Et il y a un seul auteur non scientifique que Lemaître cite souvent, c'est Pascal. Et vous savez que Pascal distinguait les ordres, et entre autres, Pascal fait référence, dans une lettre à Mademoiselle de Rohanay, fait référence à ce voile qui cache Dieu, un Dieu qui n'est pas complètement absent, mais qui est caché. Avec, si on suit la lettre de Mademoiselle de Rohanay, on retrouve la citation d'Isaïe 45-15, dans la Vulgate, le Deus absconditus Israël salvator, parole que le maître va sans cesse répéter lorsqu'il sera attaqué. Alors, le maître adopte, donc dans les années 30, une posture qui est extrêmement proche de la posture pascalienne, de la distinction des ordres et d'un Deus absconditus. Et il y a d'ailleurs des parentés d'esprit entre Pascal et le maître. Pascal a inventé la pascaline, le maître était un féru de machines à calcul. Pascal était attentif aux observations, aux expérimentations, etc. Le maître était un homme qui était prêt à déchirer ses articles si une mesure
contredisait. D'ailleurs, il y a eu une controverse récente, et on a cru qu'un article de la traduction en anglais de l'article de 27 de Lemaître, des choses avaient disparu, entre autres certaines choses liées à la loi de Hubble. Et on a dit c'est Hubble qui était intervenu pour garder la priorité de sa découverte. Et des gens ont dit c'est Lemaître qui a raison, et il a été influencé, ou on a supprimé, sous les conseils de Hubble, les paragraphes. En fait, il n'en est rien. C'est Lemaître lui-même qui, dans sa traduction, parce que c'est lui qui a fait sa traduction, a supprimé les passages parce qu'ils n'étaient pas en accord en 1931 avec les derniers catalogues de galaxies. Donc Lemaître est aussi un homme attentif aux observations. Et Lemaître, comme Pascal, sont des gens à la fois extrêmement spirituels et à la fois des scientifiques qui distinguent les deux ordres. Et on va retrouver ça constamment chez Lemaître, à partir des années 30. Et en 1958, au congrès Solvay à Bruxelles, il dit ceci, après avoir expliqué l'hypothèse de l'atome primitif, il dit « Personnellement, j'estime qu'une telle théorie reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Celui-ci peut prendre pour le fond de l'espace-temps, le fond de la coupe, la singularité initiale, la même attitude d'esprit qu'il a pu adopter pour des événements non singuliers de l'espace-temps. Pour le croyant, cette attitude de séparation entre la science et la foi exclut toute tentative de familiarité avec Dieu, telle que la chiquenaude de Laplace, puisque le seul endroit où Laplace fait intervenir Dieu, c'est pour mettre en mouvement le système des mondes, ou le doigt de Jeans, the finger of God, agitating the ether, comme disait Jeans. Cela s'accorde, dit Lemaître, ma position s'accorde avec la parole d'Isaïe, parlant du Dieu caché, Deus absconditus, caché même dans le début de la création. Et donc à partir des années 30, si vous voulez, Lemaître devient une sorte de, pourrait-on dire, adopte une position discordiste, de peur de voir son idée cosmologique, si vous voulez, récupérée dans les girons de la théologie et de la métaphysique. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vont voir dans le commencement la création. Et ne pouvant s'empêcher, évidemment, de voir que Lemaître était un prêtre, vont croire, et continuer à croire longtemps, que Lemaître utilisait la cosmologie comme apologétique. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de voir qu'en fait, pour Lemaître, la singularité initiale, ce qu'il identifie avec la désintégration de l'atome primitif dans son hypothèse, le commencement pour lui n'est pas la création. Il ne prétend même pas que la singularité existe. Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, quand on demandait à Lemaître quel était le modèle cosmologique qu'il préférait, indépendamment de toute observation, il disait « j'aurais préféré les univers phénix qui renaissent perpétuellement de leur cendre, parce que c'est plus esthétique, disait-il. » Bon. Mais les observations ne le permettent pas, donc, disait-il, je ne l'adopte pas. Mais il ne tenait pas mordicus, si vous voulez, à son modèle. Ce n'est pas inéluctable. Et dans le fond, le commencement pour lui n'était pas du tout une création, c'était simplement un commencement naturel, commencement purement physique, qui se distingue de la création. Alors, cette distinction des ordres, et je vais simplement l'évoquer, est concomitante d'une sorte, on pourrait dire, de vie chez Lemaître qui superpose sans les mélanger une vie de conviction religieuse avec une vie d'engagement rationnel complètement indépendante de la première. C'est théorisé chez Lemaître par ce qu'il appelle la théorie des deux chemins vers la vérité. Chemin de science et chemin de foi. Et j'avais trouvé dans un de ses carnets, parce que Lemaître faisait une retraite de 10 jours en silence chaque année, et bien entendu, il avait des carnets dans lesquels il écrivait ses pensées, et en 1955, on trouve un carnet dans lequel vous voyez sur des pages conjointes, ici, la cosmologie de Lemaître, vous avez ici l'équation de Friedmann, avec le terme à droite de constante cosmologique, le potentiel gravifique là, vous avez la courbe avec accélération actuelle, qui est la courbe que les physiciens admettent aujourd'hui dans le modèle cosmologique standard, et juste la page d'après, si vous pouviez lire avec précision, vous pourriez voir que c'est du moyen néerlandais. En fait, Lemaître a transcrit et puis traduit
un passage entier de Ruysbroek. Donc Ruysbroek, ce mystique qui a eu au XIVe siècle, qui a eu énormément d'importance dans la mystique rhénane, et il ne faut pas oublier que le maître était passionné par Léon Bloy, mais il est passionné aussi par le maître de Léon Bloy, qui est Ernest Hello, qui avait lui-même traduit non seulement Angèle de Foligno, mais aussi Ruysbroek. Donc, théorisation de deux chemins vers la vérité, et qui était d'ailleurs assez commun dans le monde des ecclésiastiques scientifiques de l'époque. J'y reviendrai la semaine prochaine, mais dans beaucoup de cas, des scientifiques catholiques avaient développé un conventionnalisme, si on veut, pour, dans le fond, distinguer le travail scientifique de leur option de foi. C'est ce que Aubert appelait le positivisme catholique de l'université de Louvain, qui, expliquant qu'on n'aurait jamais pu avoir un théâtre de Chardin à l'université de Louvain dans les années 50, puisque chaque ecclésiastique considérait qu'il n'était pas de bon ton de faire intervenir la moindre question de foi dans leur cours scientifique, bien entendu. Naturalisme chrétien, comme l'a dit Dorlodo, un ami de théâtre de Chardin dont je parlerai la semaine prochaine, mais compatible avec la position que prend Duhem, si vous voulez, puisque Duhem, dans Zu sein der Phänomena, sauver les phénomènes, distingue clairement ce qui est de l'ordre de la métaphysique de ce qui est de l'ordre de la science, qui ne fait que, dit-il, sauver les phénomènes. Bon. Donc c'est une position qui pouvait très bien passer à l'époque, et cette théorie des deux chemins est explicitée amplement par le maître lors de plusieurs congrès. Je n'entre pas dans le détail, vous pourriez avoir le texte complet, mais le maître, dans le fond, va théoriser cette position. Et cette position lui permet d'être à la fois le tout grand scientifique que l'on connaît, ne récupérant absolument pas la cosmologie dans le giron de la théologie, mais lui permet aussi d'avoir une sorte de face cachée qui, dans le fond, n'a été découverte que dans les années, fin des années 90. Car le maître, depuis son séminaire, c'est-à-dire depuis la sortie de la guerre, faisait partie d'un groupe de prêtres fondé par le cardinal Mercier, extrêmement exigeante, dans lequel on prononçait les vœux de la vie religieuse. Et entre autres, on n'a jamais trouvé de traces de la fortune de Georges Lemaître. Or, Georges Lemaître avait bénéficié de tout grands prix, entre autres le prix Franqui, qui était l'équivalent en termes financiers du prix Nobel aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé de traces de sa fortune. Alors ces gens disaient, mais où cette fortune est-elle passée? Elle a été donnée parce qu'en fait, le maître avait prononcé le vœu de pauvreté. Si vous regardez ici, vous avez une liste de vœux prononcés, c'est le registre de la fraternité en question, et vous avez ici le vœu pauperitatis, un vota pauperitatis, le vœu de pauvreté prononcé par Georges Lemaître. Donc Georges Lemaître vivait en parallèle une vie extrêmement intense d'un point de vue spirituel et d'autre part une vie extrêmement active du point de vue scientifique, sans que les deux ne se rejoignent. Et alors je n'ai pas résisté non plus à vous montrer l'autre face cachée de Lemaître. Lemaître a eu également une sorte d'apostolat, puisqu'il s'est occupé des étudiants chinois à l'université de Louvain, et cette activité était aussi distincte des deux autres. Et le maître a joué un rôle dans l'acceptation des étudiants chinois à Louvain. Et j'ai retiré, et M. Robert peut-être nous donnera des conseils à ce sujet, donc Georges Lemaître avait passé un certain temps à tenter d'apprendre le chinois pour pouvoir s'occuper des étudiants qu'il recevait par le biais d'ailleurs de Vincent Leb et de tout un réseau, de toute une connexion, si vous voulez, avec la Chine. Bon, alors, je vais terminer rapidement en disant ceci. Donc, le maître vient de séparer très bien les ordres science et foi à deux facettes de vie qui n'interfèrent pas, si vous voulez, dans la vie du laboratoire, mais le maître va faire les frais des deux camps, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de son Église vont lui dire « vous êtes prêtre, vous avez fondé la théorie de l'hypothèse de l'atome primitif pour faire de la théologie en cachette », mais il va faire aussi les frais de ses admirateurs, car le maître est un homme extrêmement bien vu. Le maître est un homme, je le disais, extrêmement obéissant. Oui, il suit les décrets de la commission biblique, etc. C'est un prêtre obéissant. Il est prêtre, oui,
il est un grand savant, oui, avec Einstein ici. Ceci, c'est pendant un de ses cours à Louvain, sur le pendule d'ailleurs, dans les années 50, mais il est extrêmement apprécié des autorités de l'Église. Et il est d'ailleurs un des premiers membres de l'Académie pontificale des sciences, d'où par ailleurs l'abbé Breuil ou Théard seront exclus. Mais il fait partie directement de la première liste et est accepté comme membre. Il sera d'ailleurs le second président de cette académie, c'est dire qu'il est extrêmement bien vu des autorités de l'Église, Pie XII entre autres. Et c'est le problème, parce que Pie XII est aussi un grand admirateur de l'astronomie, on le voit ici à la Specola Vaticana, pour le plus grand danger de Lemaitre, pourrait-on dire. Car admirant tellement l'astronomie, il va faire de la théorie de Lemaitre une sorte de contrepoids à l'autre cosmologie qui commence à germer à l'époque, et qui est la cosmologie de l'état stationnaire. Et elle se développe, entre autres, parce qu'il n'y a pas de preuve observationnelle du Big Bang à l'époque. Il faut dire qu'il faudra attendre 1965, la découverte du CMB par Penzias et Wilson, pour qu'on ait une sorte de preuve observationnelle du début, entre guillemets, explosif de l'univers. Et donc, entre 1931 et 1965, il n'y a pas de preuve observationnelle. D'où se développe une autre cosmologie, avec expansion, mais sans Big Bang. Malheureusement, pour les autorités de l'Église, c'est une cosmologie qui introduit une création continue de matière sans créateur. Et ça effraie les gens, dont un des directeurs de l'Observatoire du Vatican, le père Stein, jésuite, qui écrit immédiatement un article, Creatione senza creatore, création sans créateur, et dans le fond, un discours célèbre de Pie XII en 1951 est la réaction à la cosmologie de l'état stationnaire. Et ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas souvent assez. Le discours de 1951 est là pour remettre les choses en ordre, pour mettre en avant la cosmologie de Lemaitre et pour faire barrage, d'une certaine manière, contre la théorie de l'état stationnaire. Car d'une certaine manière, Pie XII, sans être entièrement dans une posture concordiste, va, par une série d'excès de langage, faire comme si le fiat lux était d'une certaine manière vu pratiquement directement par la cosmologie physique. Et apprenant cela, Lemaitre a été extrêmement perturbé. Non pas qu'il reprochait au pape de faire de la théologie, parce qu'il disait c'est son droit, etc., mais pour la raison suivante, il disait le pape n'a pas le droit d'utiliser l'hypothèse d'atome primitif parce qu'elle n'est pas encore validée par l'observation. Et en 1952, il est intervenu auprès de la secrétaire d'État pour faire pression, pour dire ma théorie ne peut pas être mise en avant parce qu'elle n'est pas validée. Or, à l'époque, de plus en plus, évidemment, ce discours provoquait des réactions dans le clan des philosophes matérialistes et aussi en Union soviétique, où la cosmologie avait un statut tout à fait problématique et interdit, puisqu'on identifiait la cosmologie quasiment à la théologie. Bon, alors Lemaitre va faire les frais de cela, et beaucoup d'ailleurs vont s'inquiéter de ce discours de Pie XII. Et vous voyez, Théard de Chardin a écrit une petite note disant « J'ai regretté les 2 dernières intrusions du Saint-Père en astronomie. La première, Dieu prouvé par l'atome primitif de Lemaitre, ce qui n'est pas entièrement exact, mais parce que l'expansion de l'univers est encore une théorie fragile. Le rougissement des galaxies, le redshift, n'est-il pas dû à un vieillissement de la lumière ?» Donc à l'époque, on ne sait pas. Et donc, Théard lui-même dit on ne peut pas mettre en avant une théorie qui n'est pas prouvée. Or, beaucoup de gens utilisent l'hypothèse de l'atome primitif comme un synonyme de la création, comme vous le voyez ici dans un journal de Popular Science déjà en 1932. Et Einstein lui-même ne parvient pas à s'empêcher de croire que l'hypothèse de l'atome primitif, c'est quelque chose qui suggère la création. Et jusqu'à la fin de sa vie, il aura des problèmes. Et encore aujourd'hui, pourrait-on dire, on a toute une série de confusions sur création et commencement. Et aujourd'hui, pourrait-on dire, la cosmologie physique réactive d'anciens débats sur la question de savoir, mais est-ce que la création a à faire avec le commencement? Et vous savez que Lemaitre, comme prêtre, avait été formé à l'école thomiste, et il savait bien que dans la somme théologique de saint Thomas, comme dans toute une série d'écrits de saint Thomas,
saint Thomas d'Aquin pose la question de savoir est-ce qu'un monde créé doit nécessairement avoir commencé. Alors, bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le maître a fait remarquer à toute une série de personnes que Thomas d'Aquin était prêt à admettre comme possible, comme possibilité, que le monde créé pouvait très bien ne pas avoir commencé. C'est le fameux débat sur l'éternité du monde, que vous pouvez lire dans le beau texte établi, présenté par Cyril Michon, par exemple, dans lequel vous retrouvez, à l'époque de Lemaître, une discussion sur la distinction entre création et commencement. Et Lemaître disait souvent, mais la création, c'est la question de la dépendance ontologique du monde vis-à-vis de Dieu. Donc ce n'est pas une question de commencement. Un monde aurait très bien pu dépendre ontologiquement d'un créateur sans devoir commencer. Le commencement n'est pas synonyme de création. La création est la relation de dépendance ontologique dans le fond, de la créature par rapport au créateur, et on pourrait très bien avoir un monde qui reste hiérarchiquement dépendant de son créateur, mais avec une temporalité infinie. Vous voyez ? C'est une possibilité. Bien sûr, Thomas d'Aquin, dans la foi, dit-il, croit que le monde a commencé. Quod mundum non semper fuisse, sola fide tenetur. Que le monde n'est pas toujours été, cela seule la foi peut l'attester. Et on ne peut pas le démontrer de façon probante, dit Thomas d'Aquin, comme on ne peut pas démontrer de manière probante que Dieu est Trinité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, dit Thomas d'Aquin, démontrer que le monde, qu'il y a une sorte de nouveauté du monde, d'émergence du monde dans sa nouveauté, novitas mundi, ex parte ipsius mundi. On ne peut pas démontrer qu'il y a émergence ontologique de quelque chose à partir de Dieu, à partir du monde lui-même. Mais cette question est très intéressante parce qu'elle pose la question de savoir est-ce que Thomas d'Aquin vise comme commencement, pourrait viser comme commencement un commencement purement naturel. Or aujourd'hui, la physique, même si aujourd'hui on a peut-être plus l'impression qu'il n'y a pas de singularité peut-être initiale, mais imaginons que tout en physique aille vers l'idée de singularité initiale. On admettrait qu'il est possible que la physique démontre qu'il puisse y avoir un commencement naturel. Vous voyez ? Ce que n'admettait visiblement pas Thomas d'Aquin. Mais le débat de la cosmologie réactive la question, est-ce qu'un commencement ontologique, c'est la même chose qu'un commencement naturel, les deux n'étant pas synonymes de création? Et ce qui me paraît intéressant dans la cosmologie aujourd'hui, c'est que la science réactive les vieux débats de la philosophie. Et ce n'est pas pour rien que le maître cite Thomas d'Aquin pour se défendre quand on lui dit « votre commencement naturel, c'est la création ». Il dit non. Il y a eu un débat médiéval là-dessus qui a bien montré que logiquement, la création est un concept distinct de commencement. Et je ne vais pas entrer bien sûr dans tous les détails, mais il est très intéressant de remarquer que d'autres à l'époque utilisaient Thomas d'Aquin à mauvais escient. Parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir démontrer que le monde a commencé, vous voyez, la cosmologie physique commençait à suggérer qu'on pouvait démontrer que le monde a commencé. Oui, mais alors, comment s'y retrouver? Comment sauver Thomas d'Aquin par rapport aux nouvelles découvertes de la science? Et vous voyez qu'ici, Sertillanges, un des grands néotomistes, si vous voulez, Sertillanges ressort un argument du genre « oui, mais il n'est pas dit qu'on puisse le montrer parce qu'il n'est pas dit que le second principe soit vrai. » Et de nouveau, on tord la science pour essayer de sauver la philosophie. Mais le maître a fait l'inverse, si vous voulez. Ce qu'il a fait, c'est prendre la science pour acquis et voir comment la science peut changer la perspective philosophique. Et c'est la position que le maître a adoptée, entre autres avec Ferdinand Gonset, le grand philosophe suisse. Et Ferdinand Gonset lui avait fait remarquer que la cosmologie telle qu'il la bâtissait permettait de contester les antinomies kantiennes, puisque Kant avait dit il n'est pas possible de penser que le monde a un commencement ou qu'il y a un monde fini. L'idée de commencement de l'univers temporel et l'idée de finitude spatiale conduit à des contradictions, à des antinomies. Eh bien, Gonset avait dit, mais la science permet d'évacuer ça, puisque la science permettrait de penser à un monde qui a commencé et qui est fini et sans borne. Autrement dit, la science
peut amener la philosophie à se réinterroger et à changer. Lemaître a distingué science et théologie, en montrant dans le fond, en comprenant qu'il n'était pas fécond de mélanger directement science et théologie, mais dans le fond, il évolue vers une position où il montre qu'il est extrêmement fécond de faire interagir science et philosophie. Vous voyez, la science permettant de changer la philosophie de l'intérieur, si vous voulez, ou enrichissant la philosophie. Et la philosophie elle-même servant à distinguer et clarifier les concepts scientifiques. Création, distinguer de commencement, commencement ontologique, distinguer de commencement naturel, etc. Et je voudrais terminer par ça. Lemaître a donc effectué un parcours où, quittant le concordisme, il est arrivé à une position où il distingue bien science et foi, science et théologie, mais où, d'une certaine manière, il comprend qu'il y a une autonomie de la science et peut-être aussi une richesse pour la philosophie de s'ouvrir aux acquis des sciences. Mais à la fin de sa vie, une position qui a trop radicalement séparé, si vous voulez, science et théologie, en arrive à ne plus pouvoir réellement penser les liens entre philosophie et théologie. Oui, il a distingué très bien science et théologie, il a pensé concrètement le rapport entre science et philosophie, mais il lui manque un maillon, c'est les rapports entre philosophie et théologie. Et lorsqu'il doit parler à la fin de sa vie des rapports entre sa théologie et d'une certaine manière sa philosophie de la nature, curieusement, il retombe dans une forme de concordisme. Et il dit ceci, voyez, parlant de l'indéterminisme quantique, il dit ceci, l'indéterminisme quantique, c'est peut-être les touches qu'actionne mystérieusement la providence, retombant dans une forme de concordisme. Et d'ailleurs, dans ce texte, il fait apparaître la lumière, de nouveau, avec une allusion au prologue de Jean. Et ma conclusion sera la suivante. La première partie de la vie de Lemaître nous a montré qu'il n'est absolument pas fécond de mélanger directement science et théologie. Lemaître l'a compris, c'est la leçon que Léon Bloy lui a donnée. Dans la deuxième partie de sa vie, lorsqu'il constitue l'hypothèse de l'atome primitif, il comprend qu'il y a une autonomie de la science par rapport à la théologie, mais il comprend aussi que, constituant une théorie du commencement naturel, il brise les antinomiques anciennes et il donne un certain crédit à des idées philosophiques qu'il avait acquis dans la tradition néoscolastique. Il comprend donc que l'interaction science-philosophie est extrêmement féconde. Mais, troisième leçon et dernière leçon, à la fin de sa vie, n'ayant pas pensé le lien entre philosophie et théologie, il se retrouve dans une position où rapidement il pourrait basculer de nouveau vers une sorte de néoconcordisme. Tour et détour d'une vie entièrement donnée à la science, entièrement honnête rationnellement, mais d'une certaine manière montrant qu'aujourd'hui, pour ne pas retomber dans des formes de néoconcordisme extrêmement dangereuses pour la rationalité, il faut à tout prix penser plus profondément les liens entre science, philosophie et théologie. Je vous remercie.